Une attaque russe par drone contre un bus près de Pavlorad dans l'oblast de Dnipropetrovsk a tué au moins 15 employés d'une mine dimanche, a rapporté la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, DTEK. 7 autres personnes ont été blessées. Le drone a explosé près d'un bus de service qui ramenait des travailleurs chez eux depuis une mine gérée par l'entreprise. Le fournisseur d'énergie a déclaré que la Russie avait pris pour cible ces installations dans le cadre d'une attaque massive. Plus tôt dans la journée de dimanche, un autre missile russe a frappé une maternité à Zaporizhia. L'attaque a blessé 9 personnes, dont un garçon de 4 ans, et a provoqué un incendie au 2e étage. Ces incidents ont coïncidé avec l'annonce par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la tenue de pourparlers de paix mardi et mercredi à Abu Dhabi. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'Union européenne comme des groupes terroristes. L'annonce de cette désignation faite dimanche par le président du Parlement iranien fait suite à l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes par l'UE la semaine dernière. Bien que les gardiens soient déjà soumis à de lourdes sanctions, cette décision ne devrait pas avoir de conséquences pratiques immédiates. La réponse de Téhéran, probablement symbolique, s'appuie sur une loi de 2019 pour déclarer réciproquement les forces armées d'autres nations comme groupes terroristes. Cette année-là, les États-Unis avaient été le premier pays à ajouter la milice des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations qu'ils considèrent comme terroristes. La décision prise jeudi dernier par l'UE a été motivée par la répression violente des manifestations de masse en Iran. Les forces de sécurité iraniennes, en particulier les gardiens de la révolution, ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des milliers de personnes ont été tuées et plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont même récemment évoqué le chiffre de 30 000 victimes. Samedi, des vétérans danois et leur entourage ont organisé une manifestation silencieuse devant l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Ils ont condamné les propos de l'administration Trump. Elle a menacé à plusieurs reprises de prendre le contrôle du Groenland et a fait des remarques dédaigneuses à l'égard des efforts de combat du Danemark. Les vétérans ont défilé de la forteresse de Castellet à l'ambassade, plantant 52 drapeaux en hommage aux soldats danois tués en Afghanistan et en Irak. À Milan, des milliers de personnes se sont rassemblées, elles, pour s'opposer à la présence d'agents de la police de l'immigration américaine, ICE, pendant les Jeux olympiques d'hiver. Leur rôle serait de fournir un soutien logistique dans le cadre de la sécurité de l'événement. Des groupes syndicaux et des associations se sont joints au rassemblement. Les manifestants ont accusé Washington de promouvoir un fascisme rampant et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ice only in Spritz », de la glace uniquement dans le Spritz. Le maire de Milan a déclaré que les agents n'étaient pas les bienvenus et le ministre italien de l'Intérieur devrait répondre à des questions au Parlement au sujet de ce déploiement. Après le passage de la tempête Christine, les soldats portugais participent au nettoyage et au rétablissement de l'électricité à Leiria. Environ 240 membres des forces armées collaborent avec les services d'urgence et les autorités locales pour venir en aide aux communautés touchées. Les troupes sont sur le terrain depuis mercredi, déblayant les routes et coupant les arbres tombés. Du personnel supplémentaire reste en attente pour fournir un soutien logistique et de coordination. Le ministre de la Défense, Nuno Melo, s'est rendu à Leiria pour saluer les équipes militaires. Le gouvernement a prolongé l'état d'urgence jusqu'au dimanche 8 février, jour des élections présidentielles. Le Premier ministre Luis Montenegro a déclaré que les familles dont les maisons ont été endommagées recevront jusqu'à 10 000 € pour la reconstruction. L'aide couvrira également les pertes dans l'agriculture et la sylviculture, même lorsque l'assurance ne s'applique pas. Alors que les victimes de la tempête sécurisent leurs habitations, le risque météorologique n'est pourtant pas fini. De nouvelles précipitations sont attendues dimanche soir. Découverte en 1912, cette maison de l'époque républicaine romaine est restée largement méconnue pendant près d'un siècle. Une situation qui est sur le point de changer. À partir du mois de mars, la maison des Griffons, datant de la fin du IIe siècle au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, sera enfin ouverte au public. Cioè in questo caso noi abbiamo la casa più antica dell'epoca repubblicana a Roma, finora almeno testimoniata, e soprattutto la casa che mantiene un elevato sistema decorativo sia nei pavimenti che nelle pareti. Quindi noi abbiamo, diciamo, un canale di informazione di quello che era un sistema di vita in età repubblicana come non abbiamo in altri luoghi.
Comme beaucoup d'autres dans la région, ce projet de conservation a été rendu possible grâce au financement du Fonds de relance post-Covid de l'Union européenne. Les visiteurs pourront explorer le site grâce à une expérience guidée en temps réel et accessible à distance pour découvrir le site tout en protégeant ses vestiges fragiles. Il tentativo con il progetto del PNRR era rivolgersi a un'accessibilità totale, l'accessibilità totale intesa per tutti, legata però alla possibilità di fruire la visione della domus e degli affreschi anche con degli apparati, diciamo, multimediali evocativi della casa, che quindi ci consentono anche di vedere come la casa effettivamente era nel suo momento, diciamo, di vita, ma ovviamente è impossibile in questo momento, così come abbiamo la fruizione, perché non solo per un problema conservativo degli affreschi, ma anche perché l'unico sistema di discesa alla casa è una scala molto ripida, originale, e quindi non abbiamo la possibilità, diciamo, al momento di offrire un sistema alternativo. Après avoir passé plusieurs siècles dans l'oubli, les portes de cette luxueuse résidence de plusieurs niveaux qui aurait appartenu à un riche sénateur romain se rouvrent. Elles offrent un aperçu rare et vivant de la vie quotidienne dans la Rome antique. Il a fait son apparition dans les eaux méditerranéennes il y a quelques années, d'abord près de Chypre, puis dans la mer Égée. Originaire d'Asie, le poisson-lion, aussi appelé rascasse volante, a tiré profit de la hausse des températures marines et s'est rapidement propagé au détriment d'autres espèces de poissons plus petits dont il se nourrit. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. Pour freiner l'invasion du poisson-lion, gastronomes et écologistes ont trouvé une solution très simple et profitable, le manger. Le poisson-lion s'avère être comestible et délicieux 20 minutes après avoir été pêché, le temps que son venin se dilue et disparaisse. Προφανώς και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά, δηλαδή και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Γιατί ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Plusieurs ONG grecques ont lancé des campagnes d'information destinées aux professionnels de la restauration et aux consommateurs pour apprendre à cuisiner le poisson-lion. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάνουμε. Les réticences initiales des pêcheurs ont vite été balayées par l'accueil très positif des consommateurs. Nombreux sont ceux à penser qu'il n'est qu'une question de temps avant de voir le poisson-lion apparaître sur les étals des marchés de la capitale, Athènes. Près de la rivière Sétracho, dans la vallée Maratassa, dans le district de Nicosie, se trouve le monastère d'Agios Ioannis Lampadistis, qui appartient à la métropole sacrée de Morphou. C'est l'un des plus vieux monastères de Chypre, bien que la date exacte de sa fondation soit inconnue et que le complexe architectural qui subsiste aujourd'hui ait subi d'importants travaux de reconstruction et de restauration à différentes époques. Le prêtre Théodoros Ivana, prêtre roumain de la communauté de Kallopanagiotis et gardien du monastère, nous raconte son histoire. Το μοναστήρι του Αγίου Λαμπαριστή είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Κύπρου και είναι ένας χώρος γεμάτος χάρη, ιστορία και πολιτισμό.
Είναι και μοναδικό επειδή αυτό το συγκρότημα αποτελείται από 3 ενωμένες εκκλησίες κάτω από μια στέγη. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στις αρχές του 11ου αιώνα στη δεύτερη βυζαντινή περίοδο της Κύπρου και είναι στην ουσία μια βυζαντινή βασιλική μετρούλο και σώζονται στην πρώτη εκκλησία τοιχογραφίες από το 12ο μέχρι και το 16ο αιώνα. Η μεσαία εκκλησία, στην οποία βρισκόμαστε τώρα εμείς, είναι αφιερωμένη στον τοπικό Άγιο Ιωάννη Λαμπαριστή. Εδώ δυστυχώς δεν σώζονται τοιχογραφίες επειδή σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες στις αρχές του 18ου αιώνα ο ναός κάηκε και τότε πιθανόν καταστράφηκαν οι υφιστάμενες τοιχογραφίες. Η τρίτη εκκλησία του συγκροτήματος, το παρεκκλήσιο του Ακάθιστου Ύμνου, το οποίο είναι γνωστό και ως το λατινικό παρεκκλήσιο, προσθέθηκε προς τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν στην Κύπρο έχουμε τις αρχές της Βενετοκρατίας. Στο τρίτο παρεκκλήσιο έχουμε πολύ ωραίες τοιχογραφίες από τις αρχές του 16ου αιώνα. Έχουμε ένα διαφορετικό στυλ, μια διαφορετική νοοτροπία, η Ιτalo-Βυζαντινή, με επιρροές από την Αναγέννηση. Ce monastère n'est pas le seul de la région à avoir été classé patrimoine mondial en 1985. Εκτός από την εκκλησία του Ιωάννη του Λαμπαδιστή, υπάρχουν στην περιοχή του Τρόδους άλλες 9 εκκλησίες, παλιές εκκλησίες, που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και αυτές οι 10 εκκλησίες είναι οι μοναδικές σε ολόκληρη την Κύπρο, που είναι μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, όχι μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι, επισκέπτονται τους ιερούς ναούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκμεταλλευόμενοι και την στενή συνεργασία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Μεγαλονήσου. Από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στο Τρόοδος, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.